Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Blons. Bonjour Emmanuel. Bonjour Roland. Et on va parler d'un sujet absolument passionnant, c'est l'innovation, la technologie au service de la matière humaine, suite au livre que tu as publié aux éditions Duno, qui s'appelle L'entreprise disruptée, les défis de l'IA pour les ressources humaines. Alors merci à tous de votre fidélité, vous êtes toujours aussi formidables, vous étiez un peu plus de 100 la semaine dernière pour écouter Florent Marcoux, qui est le directeur général de la fondation Surfrider, qui est la plus grosse association mondiale, je crois, de défense de la qualité des océans, de l'eau, des rivières, des lacs. Et on a parlé avec Florent de comment ce qu'une organisation commerciale, comment un leadership pouvait engager son organisation pour la planète dans les partenariats que la Surfrider Foundation monte avec ses mécènes ou avec des entreprises. N'hésitez pas à revoir réécouter cette masterclass pleine de bon sens sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme de conduite du changement pour les organisations commerciales, d'accélération commerciale. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Elle est disponible en 9 langues pour accompagner vos organisations dans leur transformation et dans l'accélération des programmes d'excellence. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel. Est-ce que, Anouk, tu peux nous dresser son portrait de notre invité? Avec plaisir. Emmanuel Blons, vous êtes passionné de surf et vous avez fait vos études à l'ESSEC. Vous êtes une spécialiste de la transformation digitale et des ressources humaines. Votre domaine d'expertise, c'est l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'entreprise, sur la place de l'humain dans la mise en place de ces nouveaux modèles. Pour retracer votre carrière rapidement, vous avez d'abord occupé des postes de manager en ressources humaines. Vous créez ensuite une structure de conseil dont le rôle est d'accompagner les entreprises en France et à l'étranger dans la mise en place des systèmes ERP. Vous avez été directrice associée chez AXA, vous êtes aujourd'hui vice-présidente associée d'Infosys et contributrice au Forbes sur le sujet de la RH et de la technologie, sujet qui vous passionne. Depuis plus de 20 ans, donc, vous intervenez donc en conseil, en stratégie et management sur des sujets de transformation vers de nouveaux modèles d'opération. Spécialiste RH, vous ciblez particulièrement l'aspect humain des transformations, convaincu que les transformations majeures sont humaines, culturelles et sociétales avant d'être technologiques. Alors, bienvenue Emmanuel, on est ravis de t'avoir avec nous pour parler de ce beau sujet. Là, je crois qu'il y a 15 jours, tu remettais le Grand Prix du DRH numérique dont tu étais membre du jury. À qui est-ce qu'il a été attribué, ce Grand Prix du DRH numérique? Alors oui, j'étais membre du jury, c'est l'ANDRH qui a remis ce prix à Natixis pour son outil de matching de compétences en ligne. Donc, ils ont développé un outil qui, à base d'intelligence artificielle, permet à la fois de pousser des formations dont les employés ont besoin, mais aussi de matcher des nouveaux postes en fonction de ses compétences. Et donc, c'est vraiment un outil pour faciliter la mobilité interne au sein de Natixis. Donc on voit que l'intelligence artificielle, ça y est, c'est maintenant, c'est tout de suite, ça existe, c'est déjà au service des DRH et que si on ne Oui. s'attaque pas au sujet aujourd'hui, on prend du retard, c'est ça? Alors, ça commence doucement, mais on a quelques entreprises effectivement qui, depuis 2-3 ans déjà, ont commencé tout doucement par des chatbots et puis maintenant ont des outils un peu plus élaborés. Et oui, globalement, il faut s'intéresser au sujet aujourd'hui si on ne veut pas rater le train. En tout cas, il faut se renseigner, essayer de comprendre et essayer de voir comment on peut le déployer au sein de son entreprise. Ah, tu commences ton livre par une définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors il y a la définition de Woody Allen, l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. Dans ton livre, après, tu reprends l'histoire finalement de cette intelligence artificielle qui commence avec Alan Turing, hein, et sa fameuse sa capacité à décrypter Enigma, qui était l'outil qui permettait aux armées allemandes de coder leur message. Et il définit finalement la relation entre la machine
et l'homme avec ce fameux test de Turing qui permet de savoir si un ordinateur est au niveau d'une intelligence humaine ou pas. Comment est-ce que cette définition de l'intelligence artificielle a évolué? Comment est-ce qu'on peut la définir aujourd'hui, Emmanuel? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport Villani de 2018, la première phrase de ce rapport, c'est, je la lis, « Définir l'intelligence artificielle n'est pas chose facile ». Et donc, depuis les années 50, 60, c'est une définition qui évolue et qu'on a du mal à cerner. Alors, si on reprend rapidement la définition du petit Larousse, c'est l'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Bon, voilà. Donc ça, c'est assez, on va dire, compréhensible. Mais moi, j'ai une petite définition personnelle. Pour moi, l'IA, c'est trois choses. C'est de la donnée, beaucoup de données. C'est un algorithme et c'est du machine learning, donc de l'apprentissage de machine. Et si on regarde bien sur ces trois sujets-là, derrière, il y a de l'humain. La donnée, on en sème partout, tout le temps. Elle vient des humains. L'algorithme, ben, c'est un développeur qui le code. Et le machine learning est souvent supervisé par un humain. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus humain que de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais et ça veut dire que tout ce qu'il y a de bon va dans l'intelligence artificielle, mais aussi les mauvais côtés de l'humain peuvent, et on y reviendra sûrement, aller dans l'intelligence artificielle également. Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle intervient sur les RH? Quels objectifs est-ce qu'on va donner à ces projets d'intelligence artificielle sur le domaine des ressources humaines? Alors, il y a deux aspects. Il y a le premier, comment la RH peut s'équiper avec de l'IA. Et le deuxième aspect, c'est comment la RH peut préparer l'entreprise à l'arrivée de l'IA sur d'autres process. Sur le premier, on a vu depuis quelques années, comme je disais tout à l'heure, pas mal de chatbots arriver pour essayer de faciliter le travail des RH, réponse aux questions, combien de RTT il me reste, combien de jours de congé j'ai droit pour un mariage, etc. Donc des choses assez simples. Et petit à petit, les RH commencent à s'équiper en outils d'IA pour les aider à recruter, gérer la performance, gérer la formation sur des process au final de plus en plus complexes. Et sur l'autre aspect, comment accompagner l'entreprise, là on est vraiment sur des problématiques de conduite du changement. Et aujourd'hui, au niveau RH, on est plus à de la prise de conscience. Comment je peux expliquer à mes salariés ce qu'est l'IA, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, et comment on va l'aborder dans l'entreprise, souvent sur des questions de données privées, enfin, quelles sont les données utilisées, comment on protège son salarié par rapport à des déploiements d'IA dans l'entreprise. Alors, le BCG décrit les différentes applications de l'IA en quatre modules, hein. Il y a la partie langage naturel, c'est l'utilisation de Siri, OK Google, voilà, qui permet d'analyser ce qu'on dit et d'avoir un début de conversation. Il y a tout le côté vision et perception par ordinateur, c'est la reconnaissance faciale qu'on a sur Exactement. sur nos téléphones. Il y a toute la partie robotique avec l'optimisation de la production. Et puis, il y a le support à la décision qui est la prévention, par exemple, la prévention et la détection de la fraude. Dans les RH, tu mentionnes dans ton livre la prévention des départs, hein, la gestion de l'attrition. Comment est-ce que l'IA peut aider un DRH ou même un manager finalement, puisqu'on a parmi nos auditeurs beaucoup de directeurs commerciaux et de managers commerciaux, comment est-ce que l'IA peut aider dans cette période où on parle de la grande attrition, hein, The Great Resignation en anglais, qui est un phénomène, une étude de McKinsey l'année dernière qui dit qu'il y a 42% des collaborateurs américains qui envisagent de quitter leur entreprise sous 6 mois. Donc c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet particulièrement au sein des populations commerciales. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à aborder ce problème de l'attrition? Alors, ouais, la grande resignation, c'est vraiment puis la guerre des talents en parallèle. Donc, on est vraiment sur un marché très mouvant en termes de recrutement et d'entrée de sortie du marché. En fait, c'est assez intéressant. Moi, c'est un vrai exemple hein, que j'ai vu chez un client. Son équipe marketing avait développé une brique d'IA pour prédire les départs potentiels de clients, avec un client qui est mécontent, qui n'a pas parlé à son conseiller depuis X mois, etc. Il est en risque de partir. Et ce DRH s'est dit, mais en fait, je pourrais appliquer cette brique d'IA à mes salariés pour essayer de prédire
ceux qui sont potentiellement à risque de quitter l'entreprise. Et donc, il a travaillé avec ses équipes, il a récupéré cette brique d'IA et il a changé les critères au niveau de l'algorithme en se basant sur des critères tels que l'ancienneté dans le poste, est-ce que la personne a été promue ou a reçu une augmentation récemment, est-ce qu'elle a parlé à son manager récemment, et surtout, est-ce qu'elle met à jour son profil LinkedIn. Donc ça, on pourra revenir dessus après. Est-ce qu'elle commence à intervenir sur des forums sur Internet? Et une fois qu'on a mixé tout ça, on considère que c'est des signaux moyennement forts pour dire que cette personne risque de quitter l'entreprise. Alors, évidemment, quand on le dit comme ça paraît évident que quelqu'un qui n'a pas eu d'augmentation, qui est là depuis 10 ans et qui commence à mettre son profil LinkedIn va potentiellement partir. Mais si vous mettez ça sur une population de 10 000, 20 000, 30 000 personnes, c'est intéressant d'avoir l'IA justement qui crunch cette donnée et peut sortir des listes de personnes à risque, ce qui permet ensuite au manager de faire une action, d'aller parler à cette personne ou pas. Des fois, on est content que certaines personnes s'en aillent et d'agir en conséquence. Mais le point important, c'est que c'est pas la machine qui décide. Ce qu'on va faire, c'est le manager qui décide comment il veut agir sur cette donnée, sur cette prédiction. Et il peut aussi exercer son esprit critique en disant je pense pas que ce soit le cas, etc. Enfin voilà, il y a d'autres critères aussi qui doivent rentrer en ligne de compte liés à sa perception managériale. Oui, puisque par exemple, un collaborateur qui communique de plus en plus sur LinkedIn, il peut être simplement en train de répondre à un besoin de l'entreprise, de faire de chacun de ses collaborateurs des ambassadeurs, et on accompagne un certain nombre de clients dans leur programme d'ambassadeur, où chacun devient le porte-parole des messages de l'entreprise. Donc être présent sur LinkedIn, finalement, ça peut vouloir dire je cherche un boulot, mais ça peut aussi vouloir dire je suis très attaché à mon entreprise et j'en défends les couleurs. Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Exactement. Et c'est là où, le point vraiment important pour moi, c'est qu'en aucun cas, une machine ou une IA ne doit avoir le dernier mot. L'humain doit exercer son esprit critique, son jugement, sa connaissance. Au final, une IA, c'est assez bête, hein, ça porte mal son nom. Ça suit un process à partir d'un algorithme et de certains critères, et ça donne un résultat. Et c'est là où toute l'intelligence humaine doit s'exercer, c'est-à-dire interpréter ou challenger ce résultat et à partir de là agir. En aucun cas, on doit suivre bêtement la recommandation d'une machine. D'accord. Et quelle quantité de données est-ce qu'il faut être capable de rassembler pour commencer à avoir une intelligence artificielle qui fonctionne? Parce que apparemment, plus on a de données, plus la machine a de références pour construire son apprentissage. Quel est le seuil critique à atteindre pour être capable d'avoir des résultats qui sont pertinents? Alors, je ne suis pas data scientist, donc je n'ai aucune idée des volumes précis. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut effectivement beaucoup de données, sinon les résultats ne sont pas signifiants. C'est comme dans un sondage où les résultats ne sont pas forcément signifiants si on n'a pas assez de données, si elle n'est pas propre, si elle n'est pas interprétable par la machine. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique. Il y a un vrai travail, notamment avec les data scientists, de récupérer la donnée, la nettoyer, la rendre signifiante pour que la machine puisse apprendre et interpréter des résultats. Et c'est le problème avec la donnée RH, c'est qu'elle souvent, elle est très disparate, très diverse, pas forcément propre, en tout cas pas forcément rentrer de la même façon, avec les mêmes façons de coder l'information. Et du coup, c'est un vrai challenge de l'IA et de la RH, c'est d'arriver à avoir des données importantes, propres, tout en respectant le RGPD et tout ce qui est data privacy. Alors, il y a un deuxième sujet sur lequel l'IA peut apporter un vrai bénéfice, c'est le recrutement. Comment est-ce qu'on peut optimiser le processus et la qualité du recrutement à travers l'intelligence artificielle? Tu mentionnes un ou deux exemples concrets dans ton livre, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors sur l'IA et le recrutement, il y a pas mal de choses à faire. Donc, il y a tout ce qui est tri, filtre de CV, aller chercher des mots-clés, etc. Donc, ça c'est bon, c'est assez basique, on va dire, c'est assez facile. Ensuite, il y a toute une partie qui est reconnaissance faciale, justement, et notamment, il y a une entreprise, c'est une entreprise américaine qui s'appelle HireVue, qui va interpréter les micro-expressions de votre visage pendant l'entretien vidéo. Si on était en entretien vidéo, là, je pourrais avoir une IA qui est en train d'analyser à la fois mon non-verbal et puis qui pourrait aussi analyser mon champ lexical pour voir si je suis vraiment experte de mon domaine, qui pourrait analyser aussi le ton de ma voix. Par exemple, si je commence à raconter des bêtises, j'ai ma voix qui va peut-être un peu trembler, qui va pas être perceptible par l'oreille humaine, mais que l'IA va détecter en disant là, il y avait un petit niveau de stress, donc il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc ça existe aussi. Et puis, il y a un autre point où l'IA peut aider, et je trouve ça très intéressant, c'est aller chercher des profils complètement atypiques, mais parce qu'en analysant la base de données de personnes qui auraient réussi dans l'entreprise, elle a repéré quelque chose, et ça, c'est l'esprit humain ne peut pas le repérer. Elle fait des rapprochements qu'on ne comprend pas forcément, mais elle va aller chercher des profils qui sont complètement atypiques et qui vont réussir dans l'entreprise. C'est le cas de L'Oréal, qui recrutait des commerciaux, et l'IA en fait a sorti un profil d'avocat. Et cette personne donc a une formation juridique et ne serait jamais ressortie avec un recruteur classique. Et il se trouve qu'en fait, cette personne a extrêmement bien réussi dans son rôle de commercial parce que l'IA avait repéré autre chose que finalement le recruteur humain n'aurait pas eu le temps ou n'aurait pas pu creuser. Alors, on peut recruter, on peut retenir les talents. Est-ce que l'IA peut nous servir, et c'est un sujet récurrent chez beaucoup de nos clients, qu'on entend énormément, à réengager ces équipes, à créer de la motivation, de la fidélité? Comment est-ce que l'IA peut nous aider à engager ces équipes? Alors oui, il y a deux choses que moi je trouve intéressantes aussi. Donc le premier, c'est tout ce qui est sentiment analysis, ce qu'on appelle analyse du sentiment. En français, je ne sais pas si ça sonne bien comme ça, mais l'idée c'est d'analyser un peu tout ce qui se passe dans l'entreprise, les enquêtes ou les échanges sur les forums internes de l'entreprise pour pouvoir sortir voilà, l'état d'esprit des salariés, les sujets saillants, positifs ou négatifs dans l'entreprise. Il y a une entreprise française qui fait ça, qui s'appelle Proxem, qui va faire de l'analyse comme ça de sentiments en entreprise. Et ça permet aux RH et aux managers de comprendre l'état d'esprit de leurs salariés et de les réengager. Et il y a un autre point qui est pardon. Oui, pardon, cette analyse, elle se fait au niveau global, au niveau de l'organisation, ou on arrive à descendre au niveau individuel? Alors, individuellement, parce qu'on protège le salarié, on protège l'individu. Donc, c'est fait soit au niveau d'une équipe si la taille est assez grosse. Si vous avez une équipe de 5, on pourrait facilement essayer d'interpréter qui a dit quoi. Donc, il faut une équipe d'une taille assez grosse, de plusieurs dizaines de personnes, ou au sein d'une entité, d'un pays, Europe, etc. Moi, dans mon entreprise, c'est fait au niveau pays et entité au sein du pays, et puis mondial. Donc, on est 260 000, donc pour le coup, on a pas mal de données. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante au niveau engagement, c'est que l'IA, en fait, elle redonne le pouvoir aux salariés. Je parlais de Natixis tout à l'heure. L'idée de se dire, je pousse vers mon salarié des formations pour combler, on va dire, ces lacunes, entre guillemets, de compétences, ou je lui pousse des jobs dont je pense qu'il pourrait les tenir et postuler dessus. Finalement, on redonne le choix aux salariés de se dire j'y vais pas, sans être quelque part sous la coupe, entre guillemets, d'un manager ou d'un RH qui va pousser l'information, pas la pousser, etc. Moi, je trouve ça intéressant de redonner la main aux salariés sur leur carrière, leur formation, leur développement. Et dans ce cas-là, est-ce que le salarié peut interagir directement avec les outils, ou c'est généré par ces propositions, suggestions sont générées automatiquement? Alors non, justement, l'idée, c'est qu'il puisse interagir, c'est-à-dire rentrer lui-même, par exemple, ses niveaux de compétences, Oui. et ou poser des questions, ou dire, moi, je voudrais avoir tous les jobs
qui contiennent ce mot-clé-là, parce que c'est une compétence qui m'intéresse, que je veux développer ou que je sens que je suis fort là-dessus, donc je voudrais m'orienter vers ça. Non, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir interagir avec cette IA et qu'elle apprenne aussi au fur et à mesure de qu'est-ce que cette personne aime, qu'est-ce que je lui pousse, qu'est-ce que je lui pousse pas, etc. Mais ce qui se passe sur le web déjà, quand on clique sur certains sites, l'algorithme va interpréter ce que vous aimez. Sur Netflix, l'algorithme interprète ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est le même principe, mais appliqué à l'entreprise. Et donc, il faut demander aux collaborateurs de dire en permanence, finalement, comme Netflix nous le demande, est-ce que tu as aimé cette formation ou pas? Est-ce que tu as aimé cette communication ou pas? Est-ce que tu as aimé cette séance du PDG ou pas? Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui, ça pourrait. Pour les formations, en tout cas, c'est le cas. On peut exprimer le fait que on aime bien ce type de formation. Alors, ça peut être à la fois sur la forme. Je veux que des formations en vidéo. Je veux que des formations en nudge. Je veux que des formations en nuggets. C'est parce que j'ai que 5 minutes par jour pour la formation. Mais ça peut aussi être sur les sujets. Voilà, je veux tous les sujets qui parlent d'IA ou je veux toutes les formations qui parlent de marketing digital, etc. Et alors, quels sont les risques associés à un tel projet? On a parlé du risque RGPD, de la protection des données personnelles. Est-ce qu'il y a d'autres risques quand on se lance dans un projet d'IARH? Ouais, il y a pas mal de risques, mais qui sont connus aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on peut agir dessus. Il y a le risque de biais. Et le biais, il est à 2 niveaux, 3 niveaux même. Le premier, il est dans la donnée. Si votre donnée est biaisée au départ, la machine va apprendre sur une base de données biaisée et donc elle va mal apprendre. C'est le cas d'Amazon qui avait lancé une IA pour faire du recrutement et qui avait entraîné l'IA sur sa base de données qui était très masculine, d'un certain âge, etc. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, l'IA ne recrutait que des hommes d'un certain âge parce qu'elle pensait que c'était ce qui marchait chez Amazon et donc discriminer les femmes, les personnes plus âgées, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont aperçus et qu'ils ont communiqué dessus, ce qui a permis à tous les autres de corriger, enfin d'apprendre de leurs erreurs et eux, ils ont aussi pu corriger leur base de données. Donc ça, c'est important. Le deuxième, c'est évidemment l'algorithme. Il est codé souvent par un codeur, pareil, homme, jeune, formé d'une certaine façon. Donc, il faut bien s'assurer que son algorithme n'est pas biaisé. Et là, l'idée, c'est d'avoir des équipes les plus diverses possibles pour coder, des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, toutes les cultures, pour éviter qu'il y ait des biais qui s'installent et puis tester et vérifier qu'il n'y a pas des biais dans l'algorithme. Et le dernier point, c'est le machine learning. Pareil, ce sont des hommes qui finalement disent à la machine oui, là, tu as bien reconnu que c'était un chien et non pas un chat, par exemple, quand elle apprend à distinguer des images. Et bien là, c'est pareil. Si on passe on va dire, nos biais inconscients dans l'apprentissage de la machine, en la corrigeant mal, par exemple, eh ben, on biaisera son apprentissage. Donc, pareil, il faut avoir une base de formateurs, on va dire, très diverses pour éviter qu'on la forme mal. J'ai un exemple. En 2016, Microsoft a lancé un chatbot sur Twitter qui s'appelait Thaïs. Et au final, Thaïs, après 3 jours, elle est devenue raciste et elle postait vraiment des messages absolument inacceptables. Et donc, ils ont été obligés de l'arrêter. Pourquoi? Parce que il y avait des petits malins sur Twitter qui avaient remarqué, qui savaient que c'était une IA et qui ont commencé à la former en lui postant des messages désagréables. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des expériences comme ça qui nous permettent de voir comment ça se passe et de corriger. Donc ça, c'est les dangers qu'on a effectivement sur un déploiement d'IA. Finalement, l'IA amplifie tout, à la fois les bons côtés, mais aussi les moins bons côtés. Ah ben, Sur les exactement. Sur les biais cognitifs, on recevait il y a quelques mois Olivier Sibony, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Noise avec Daniel Kahneman, Oui. prix Nobel d'économie. Et avant d'écrire Noise, il a écrit pas mal d'ouvrages sur les biais cognitifs, dont vous allez redécouvrir le management,
N'hésitez pas à lire, à acheter, à lire ce bouquin. Ça décrit très concrètement, très précisément l'ensemble des biais cognitifs auxquels on peut être confronté en tant que manager, dont les biais algorithmiques que tu décris si bien, Emmanuel. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour que l'IA nourrisse l'humain plutôt que de le desservir? Comment est-ce qu'on s'assure que on dirige l'IA dans la bonne direction? Ouais, alors, bon, déjà, il faut se renseigner, comprendre ce que c'est, lire des ouvrages, regarder des webinaires comme celui-ci pour déjà savoir ce que c'est, ce que ce n'est pas, les points d'attention. Ensuite, il faut, quand on décide de développer une IA dans l'entreprise, on a deux choix, hein. Soit on achète des briques en externe, chez IBM, chez Infosys, chez Microsoft, etc. Soit on le développe en interne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Si on achète en externe, il faut absolument s'assurer qu'on est capable de comprendre ce que fait l'algorithme. Donc, il faut pouvoir soulever le capot. Ne jamais acheter de briques d'IA black box. Mais ça, normalement, vos services informatiques sont assez au courant de ça. Donc, voilà, être capable de soulever le capot, d'aller voir ce qu'il y a dans l'algorithme. Et si jamais vous le développez en interne, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir vraiment des équipes les plus diverses possibles, tester, retester et surtout challenger les résultats de l'IA. C'est pas parce que vous allez faire tourner une IA qu'elle va vous donner un résultat qu'il faut le prendre les yeux fermés. Donc, ouais. Donc la transparence, être capable de soulever le capot, la diversité des équipes qui vont travailler à la fois pour structurer les données, concevoir les algorithmes, et ensuite les interpréter pour former. C'est ça les deux grands piliers finalement, transparence et diversité. Exactement, avec tout ce qui est éthique by design en fait, qui rejoint la diversité, c'est-à-dire que dès la phase de conception de l'IA, on prend en compte ces points de vue éthiques, déontologiques, diversité, etc. dès le départ. Ce qui évolue, hein, donc il faudra aussi, voilà, c'est pas une fois et on ferme le capot, c'est régulièrement vérifier qu'on est en ligne avec ses valeurs et avec ce qu'on veut faire avec l'IA. Et ce qui veut dire aussi, j'ai oublié ce que j'allais dire. J'ai oublié, donc ça va. Tu décris dans ton livre là, que finalement il y a un gros effort de sensibilisation, d'acculturation à faire parce que l'IA peut faire peur et tu décris l'évolution du remplacement de certains métiers, hein, avec une analyse très claire où on voit le nombre de cheminots, de personnes chargées de la maintenance des trains qui diminue tout au long du XXe siècle avec une technologie qui s'améliore. Mais dans le même temps, finalement, le nombre d'employés liés à la réparation des automobiles lui augmente jusque dans les années 2000. Donc on voit qu'une innovation qui décline est remplacée par une autre innovation. Et tu mentionnes un certain nombre d'études qui démontrent que l'innovation est plutôt créatrice nette d'emplois et non pas donc les robots ne remplacent pas l'humain finalement. Non, alors oui, l'innovation est enfin, depuis tout le temps, et vraiment, il y a beaucoup d'études qui le montrent, créatrice d'emplois. Maintenant, ça, c'est sur le papier et c'est des chiffres. Quand on est concrètement au téléopérateur et qu'on répond voilà. au téléphone et qu'on voit qu'il y a un chatbot qui se met en place, c'est vrai qu'on peut avoir peur pour son job, quoi, localement. Exactement. Et c'est tout à fait légitime parce que le grand challenge, c'est d'arriver à faire le shift, on va dire, de passer d'un job à un autre. Parce que oui, il y a des créations d'emplois, mais si on n'aide pas ces masses de population à se former et à pouvoir prendre ce nouvel emploi, ils resteront sur le côté. Et là, il y a vraiment un danger de fracture forte. Et pour moi, c'est plus une activité gouvernementale. Enfin, ça se passe au niveau des gouvernements et des politiques. Alors, les entreprises s'emparent du sujet. On parle beaucoup de reskilling, d'upskilling. Donc, elles s'en emparent et c'est bien. Mais pour moi, il y a vraiment, au niveau de nos États, il y a vraiment quelque chose à mettre en place là pour pouvoir accompagner nos populations vers ces nouveaux emplois. Un conseil pour les leaders qui nous écoutent et qui sont beaucoup à la tête de grosses organisations commerciales ou d'équipes commerciales pour expérimenter l'IA à leur Oui. niveau? Alors, il faut expérimenter. Il ne faut pas hésiter à
à se balader sur le web, à aller voir des conférences, à essayer des nouveaux outils. Mais très honnêtement, l'IA, il y en a partout. Hein. On parle de Siri, d'Alexa, etc. Donc, n'hésitez pas à expérimenter, à voir les résultats. On parlait de Netflix tout à l'heure. Peut-être que vous allez essayer de cliquer ailleurs que sur les séries que vous aimez pour voir un peu comment l'algorithme réagit. Est-ce qu'il va vous pousser autre chose? Voilà, essayez de, même au quotidien, par des gestes simples, de comprendre ce qu'elle y a, ce qu'elle n'est pas, et puis expérimenter et voir les résultats. Alors, 2 dernières questions qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. La première, c'est quelle est ta plus belle expérience de management, Emmanuel? Alors, en fait, c'est pas forcément une expérience, c'est une discussion que j'ai eue avec une collègue indienne quand je suis arrivée chez Infosys, et on parlait de différences de management. Et moi, j'étais super contente parce qu'à cette époque-là, ma manager me déléguait énormément de choses, et donc je me disais bon, elle me fait confiance, je vais être promue, etc. Et elle m'a regardée avec des grands yeux en me disant mais pas du tout, c'est un très mauvais manager parce qu'en fait, tu fais son boulot et tu n'as pas son salaire. Et là, je me suis dit, OK, il y a une vraie différence culturelle, une vraie différence sur le point de vue managérial. Et quand on le retranscrit dans les RH et dans l'IA, on se dit, waouh, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Comment on gère cette différence culturelle dans nos IA quand on les applique à la RH, par exemple. Donc, ça m'a fait un peu tomber de ma chaise. Voilà. Et alors, il y a un autre point que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui est très important dans les biais, c'est les travailleurs du clic. Mais bon, Oui. ça peut être un autre sujet de discussion après. On pourra l'adresser dans les questions après si tu veux. Et la toute dernière question, une citation qui t'inspire? Oui, alors moi j'aime bien citer Rabelais, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, parce que je trouve qu'elle s'applique bien à la fois au RH, à la techno, à l'IA. Voilà, donc toujours garder l'humain, toujours garder sa conscience d'humain. En fait, au final, la question c'est quelle place on donne à la machine dans un monde d'humains et non pas l'inverse. Et je trouve que cette citation, elle reflète bien cette problématique-là. Un immense merci, Emmanuel, pour cet entretien. Quelques Merci. ressources complémentaires hein, pour aller un peu plus loin. Alors bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour acheter l'entreprise disruptée, les défis de l'IA pour les ressources humaines, Paris aux éditions Duno d'Emmanuel. Et puis l'IA au service des RH, Michel Barabel, également un point de vue complémentaire. L'avenir et le travail et l'avenir de l'homme, un ouvrage que tu cites dans ton livre, hein, de Nicolas Bouzou, paru en 2017, absolument passionnant sur voilà, comment est-ce que le travail est structurant dans notre humanité. Et puis, bien sûr, un certain nombre de séries et de films, The Future of Work, une série HBO Vice, et puis ça, c'est ça pour la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous avec Jean-Marc Potvin, qui est le fondateur de LinkedOut, pour nous parler d'inclusion. Voilà. Si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de continuer cette discussion avec nos auditeurs et les questions que vous avez. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat de GoToWebinar, dans les interfaces en haut à droite de vos écrans. Est-ce que, Anouk, on a quelques questions de nos auditeurs déjà? Alors oui, on a quelques questions. Bonjour Emmanuel, l'intelligence artificielle n'aurait-elle pas des limites en matière de recrutement, notamment pour ce qui est du langage corporel pendant l'entretien et qui ne peut être perçu et ressenti que par un humain? Alors, des limites, oui, mais par contre, si l'intelligence artificielle peut interpréter tout ce qui est gestuel et, comme je disais tout à l'heure, micro-expression, ça existe déjà. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, en aucun cas, ça doit être le couperet qui tombe. L'humain doit effectivement continuer son interprétation et prendre la décision finale en matière de recrutement. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'on doit développer nos compétences critiques. C'est une des compétences qui est listée comme une compétence importante des années qui viennent pour justement pouvoir challenger les résultats de l'IA. Comment utiliser l'IA en réduction des risques psychosociaux, de qualité de vie et attentes sociétales des consommateurs?
et des collaborateurs. Alors là, moi, j'ai un petit peu de mal. Il existe pas mal d'applications et de choses autour de l'IA pour gérer les risques psychosociaux. Et moi, j'ai quand même un petit peu de mal à me dire qu'on va mettre en place un chatbot pour permettre aux salariés de dire qu'ils vont pas bien. Moi, j'ai un peu de mal sur cet aspect-là de l'IA et des risques psychosociaux. Il y a des choses qui existent qui peuvent effectivement permettre aux gens de faire une petite météo ou d'aller chercher des ressources pour aller mieux ou pour indiquer qu'ils ont un souci, notamment avec le Covid, on a eu pas mal de gens isolés. Ouais, je ne suis pas trop pour ça, moi. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vont être touchés par cet assistanat d'intelligence artificielle? Ah oui, ça touche vraiment tous les métiers. En ce moment, par exemple, on a pas mal de tout ce qui est radiographie ou interprétation de scanners liés à des détections de cancer, par exemple, sont assistés par de l'intelligence artificielle. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'IA couplée avec la vision du médecin a de meilleurs résultats que l'IA tout seul ou que le médecin tout seul. Donc ça, c'est un exemple. Mais aussi en termes de formation, on a beaucoup de choses liées à l'IA. En banque et finance, on a beaucoup de choses aussi liées à l'IA, détection des fraudes, on en parlait tout à l'heure. Donc, tous les métiers sont touchés, bien sûr. Bonjour, est-ce que l'intelligence artificielle n'exclut pas les collaborateurs qui ne sont pas adeptes des forums internes et de LinkedIn, tous ceux qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux? Alors oui, c'est un risque, je disais tout à l'heure, il y a un risque de fracture, il y a un risque de mise à part des gens qui finalement ne seraient pas adeptes de ces technologies. Bon, ceci dit, aujourd'hui, quand on regarde la société, on voit quand même qu'il y a eu, et notamment avec le Covid, il y a eu une augmentation de l'utilisation de ces outils-là. Je vous assure que quand on voit nos parents ou nos grands-parents faire des Zooms, on se dit qu'on a fait un sacré progrès. Donc, c'est un point d'attention et c'est le rôle de la RH d'avoir ce point d'attention-là. Mais je pense que le risque est quand même minime versus le progrès que la société a fait sur ces sujets techno. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait venir à remplacer complètement les ressources humaines? Non, ça, aucun danger. En revanche, ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, on va décharger finalement le RH de certaines tâches un peu, pas forcément à valeur ajoutée, pour justement injecter plus d'humains dans les process RH. Quand vous entendez un recruteur qui vous dit qu'il passe environ 30 secondes, et peut-être même moins, sur un CV pour décider s'il le met dans la pile oui ou la pile non, on se dit que voilà, si l'intelligence artificielle peut essayer de faire un tri en amont et un tri objectif, ça lui permet à lui de creuser plus sur les CV, de rencontrer la personne de façon prendre plus de temps. Donc voilà, moi mon idée c'est effectivement grâce à l'IA on met plus d'humains dans les process RH. Quel va être l'effet du métaverse dans les prochaines années? Très bonne question. On parle beaucoup de métaverse en ce moment. Alors le métaverse, en fait, il est à la jonction de l'IA, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il y a la 5G qui arrive parce qu'il faut de la 5G pour le métaverse, etc. Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à utiliser du métaverse, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les aspects marketing. On va essayer de vendre des produits dans le métaverse, Nike, Adidas, qui essayent de vendre leurs chaussures dans le métaverse, etc. Et ensuite, moi, je pense que assez rapidement, les RH pourront commencer à s'en emparer. Je pense que c'est très intéressant en termes de formation, parce que là, vous pouvez mettre quelqu'un en situation de formation sans le mettre en danger, par exemple les centrales nucléaires ou les entreprises chimiques ou pharmaceutiques, ou dans le médical. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis en termes de recrutement, parce qu'on va pouvoir élargir nos pools de recrutement au final au niveau mondial. Vous allez pouvoir rencontrer des gens dans le métaverse sans qu'ils aient à prendre des avions, donc c'est bien aussi pour l'environnement. Et potentiellement, comme chacun aura un avatar, on va peut-être pouvoir aussi s'affranchir de nos biais cognitifs sur il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, voilà, il ne me plaît pas, je ne sais pas pourquoi, mais sa tête ne me revient pas, etc. Bon, voilà. Mais on est vraiment en balbutiement. Bonjour, en pratique, dans un système de recommandation de poste candidat, comment sont rassemblées les données d'apprentissage, choix du candidat, choix du recruteur, exemple de parcours professionnel dans l'entreprise, 3 petits points, merci.
Est-ce que tu peux répéter, Anouk, s'il te plaît, la question? Bonjour. En pratique, dans un système de recommandation de poste candidat, comment sont rassemblées les données d'apprentissage, choix du candidat, choix du recruteur, exemple de parcours professionnel dans l'entreprise? Ok, alors là, je ne peux pas vous répondre parce que ça va dépendre de chaque setup, de chaque algorithme et de chaque entreprise. En revanche, là, vous mettez le doigt sur un point important, c'est comment on récupère ces données, comment on les organise. Est-ce qu'on fait un data lake? Est-ce qu'on les garde silotées? Et ça, c'est une des premières questions qu'on pose à nos clients qui voudraient intégrer une brique IA dans leur système RH. Si on n'a pas les données, si on ne sait pas comment elles sont organisées, si on ne sait pas où les chercher, où les absorber, on ne pourra pas faire grand-chose et on fera de l'IA pour se faire plaisir, mais ça ne servira pas à grand-chose. J'ai fini mes questions. Eh bien, Emmanuel, un immense merci, un immense merci. Tu voulais parler d'un dernier sujet là qu'on n'a pas eu le Oui, temps d'aborder, qui est les travailleurs du clic, hein, qui sont exactement. finalement au service de l'IA. Est-ce qu'on peut approfondir ce sujet? Oui, et en plus, il y a eu un reportage qui s'appelle Les Invisibles, les travailleurs du clic, qui a été fait en 2020 et qui est repassé sur France 5 lundi dernier, donc il doit être encore en replay. Et c'est très, très intéressant d'aller le voir. Les travailleurs du clic, ce sont des gens qui travaillent souvent dans des pays en voie de développement et à très bas coût pour étiqueter des données pour que l'IA, justement, puisse se former ou puisse les interpréter. Et c'est un peu comme l'industrie du textile qui va fabriquer voilà, ses jeans ou autres à l'autre bout du monde dans des conditions pas possibles. C'est exactement la même chose pour l'IA. Il existe un espèce d'esclavage lié à la donnée et c'est important d'en avoir conscience, notamment quand on va déployer son IA, pour ne pas utiliser ce type voilà, de travailleurs du clic qui au final sont exploités. Et entre parenthèses, quand vous voulez entrer sur un site internet et qu'on vous demande de reconnaître le passage piéton ou le bus scolaire et que vous cliquez, vous êtes en train de former l'IA de Google gratuitement. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là c'est sur des millions de données, c'est des gens qui sont payés quelques centimes par clic, et donc c'est assez impressionnant de voir que nous, à l'autre bout du monde, qui utilisons finalement nos smartphones, on ne se rend pas compte que derrière, il y a des gens qui sont exploités pour étiqueter nos données. Donc l'IA, oui, mais l'IA éthique, hein. Oui, exactement. Eh bien, merci Emmanuel pour cet entretien, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir dans quelques mois pour approfondir ce sujet. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine avec Jean-Marc Potvin. Jean-Marc Potvin, c'est le fondateur de LinkedOut. LinkedOut qui a eu, grâce à un mécène, un bateau lors du dernier Vendée Globe. Et Jean-Marc Potvin, il nous dit engagez-vous contre l'exclusion. Et vous avez le pouvoir de vous engager contre l'exclusion. C'est dans la série de nos masterclass pour plus d'engagement, plus de sens à redonner à nos organisations. On a reçu la semaine dernière le fondateur de la Surfrider Foundation, et donc la semaine prochaine, c'est Jean-Marc Potvin, fondateur de LinkedOut, pour s'engager contre l'exclusion. Un grand merci à tous de votre fidélité. Un immense merci, Emmanuel, pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Précipitez-vous sur la FNAC pour acheter le livre d'Emmanuel, L'entreprise disruptée. À la semaine prochaine.